Voilà, bonjour à tous. Donc, nous allons poursuivre ce cours qui se propose de revisiter avec les données d'aujourd'hui les bases moléculaires des traitements anticancéreux conventionnels. Et donc, nous avions terminé le cours précédent sur des études comparatives de deux types d'inhibiteurs de topoisomérase. Donc vous vous souvenez que les topoisomérases sont des enzymes qui vont cliver l'ADN une fois ou deux fois, suivant qu'on a affaire à la topoisomérase 1 ou la topoisomérase 2, et que ceci va permettre de relâcher un certain nombre de contraintes topologiques, et en particulier des contraintes torsionnelles. Et une de ces enzymes qui a été beaucoup étudiée dans le cadre du traitement du cancer, ce sont les topoisomérases de type 2, dont le fonctionnement vous est représenté ici, qui ont cette propriété tout à fait singulière et extraordinaire d'arriver à faire passer deux fragments d'ADN de part et d'autre, l'un du côté de l'autre. Et ceci, bien entendu, se fait par l'intermédiaire d'une coupure double brin réalisée par cette enzyme, la topoisomérase 2, qui va donc permettre à ce fragment de traverser l'autre, ceci permettant donc en particulier de défaire des nœuds au sein de la molécule d'ADN ou au sein de boucles de la molécule d'ADN qui auraient pu se constituer. Donc vous vous souvenez qu'on a, au cours des années, défini un certain nombre d'inhibiteurs qui sont connus pour arriver à bloquer certaines phases de cette mécanistique relativement complexe, grâce à laquelle ce fragment d'ADN représenté en rouge va pouvoir traverser finalement le segment d'ADN représenté en bleu après une cassure double brin de ce fragment capturé donc par la topoisomérase 2. Et vous vous souvenez donc que les toposides, dont la structure vous est représentée ici, qui est un composé naturel de structure complexe, va être un inhibiteur spécifique de la phase de relargage du segmenté. C'est donc vraiment cette phase-là qui est bloquée et qui va donc laisser l'enzyme dans une forme où elle est liée de manière covalente à l'ADN à travers la réalisation de ce qu'on a appelé les topoisomerase cleavage complex, dans lequel la protéine va être liée de manière covalente à la molécule d'ADN par l'intermédiaire d'une liaison entre un résidu de tyrosine et la chaîne de polyphosphate de la molécule d'ADN. Donc, vous vous souvenez que du cours précédent, on a examiné la situation de ces inhibiteurs purs de topoisomérase, comme les toposides, mais qui a une deuxième molécule très utilisée en clinique, qui est la doxorubicine, qui est le chef de file de la famille des anthracyclines, dont la structure vous est représentée ici, structure qui, comme vous le voyez, comporte un certain nombre de cycles, et ces cycles sont capables en fait de s'intercaler au sein de la molécule d'ADN, et s'intercalant au sein de la molécule d'ADN, ils vont avoir de nombreux effets. Ils vont avoir des effets sur la topologie propre de cette molécule d'ADN, ils vont également avoir des effets qui passent par l'inhibition des topoisomérases 2, et donc un des modes d'action classiques qui est proposé pour cette famille de molécules, c'est l'inhibition de l'activité de la topoisomérase 2. Et donc, nous en étions restés là dans le cours précédent, dans des travaux tout à fait récents, publiés dans l'EMBO Journal, les effets moléculaires comparatifs de ces deux types d'inhibiteurs de topoisomérase ont été comparés avec des résultats un petit peu surprenants, qui vous sont résumés ici. Le premier, quand on fait un test de clonogénicité, donc on va regarder la capacité du médicament à s'opposer à la croissance de cellules, eh bien on voit de manière attendue que lorsqu'on utilise un traitement à l'étoposide ou à la doxorubicine, eh bien on va essentiellement abolir la capacité de ces cellules à former des clones, ce qui traduit bien sûr cet effet antiprolifératif majeur de cette famille de composés. Et dans une image que je crois que je vous ai montrée dans le cours précédent, les auteurs avaient pu voir
que les toposides allaient conduire à la formation de ces fameux topoisomerase cleavage complex, dans lesquels la molécule d'ADN est liée de manière covalente à la protéine, alors que, de manière assez surprenante, la doxorubicine ne le faisait pas. Et donc, ils ont regardé, utilisant l'artifice dont nous avons déjà parlé, dans lequel on va marquer l'ADN en cours de synthèse avec des nucléotides fluorescents, et ensuite, en peignant cet ADN, on va pouvoir mesurer la vitesse de synthèse. On peut donc aborder de manière directe la vitesse de polymérisation de la molécule d'ADN. Et ce que vous voyez dans des conditions normales, si j'ose dire, c'est qu'on a effectivement un ralentissement de la vitesse de synthèse de l'ADN en présence de ces composés, ce qui est évidemment tout à fait en ligne logique avec le fait qu'ils aient des effets antiprolifératifs. Alors, l'expérience va plus loin, puisque si maintenant, par des techniques d'interférence ARN, on va éteindre de manière spécifique l'expression de cette topoisomérase 2A, eh bien, vous voyez qu'on va restaurer essentiellement toute l'activité clonogénique, traduisant donc le fait que ces médicaments agissent par l'intermédiaire de l'inhibition de la fonction de cette topoisomérase. Donc ça, c'est des choses qui étaient encore relativement connues. Ce qui était tout à fait inconnu et inattendu, c'est ce que vous pouvez observer ici, expérience dans laquelle on a mesuré la vitesse de la synthèse d'ADN après inactivation de la topoisomérase 2A. Et ce que vous pouvez donc constater, c'est qu'en l'absence de topoisomérase 2A, eh bien, les toposides n'ont plus d'effet sur le ralentissement de la croissance cellulaire, plus d'effet sur le ralentissement de la vitesse de synthèse de l'ADN, ce qui, bien sûr, est logique avec le fait qu'on va restaurer la capacité clonogénique. Ce qui est tout à fait surprenant et inattendu, c'est qu'au fond, en réponse à la doxorubicine et en l'absence de topoisomérase 2A, eh bien, on n'a essentiellement pas de modification de la vitesse de synthèse de l'ADN, quand bien même on a restauré la capacité clonogénique de cette drogue en présence de l'inactivation de la topoisomérase. Et donc, ceci était tout à fait inattendu parce que ça traduit le fait que l'effet antiprolifératif de la doxorubicine nécessite la topoisomérase 2A, mais ne passe pas par la formation de dérivés covalents entre la topo 2 et l'ADN, c'est ce que nous avons vu dans le cours précédent, et que le ralentissement de la vitesse de réplication n'empêche pas la clonogénicité, traduisant donc le fait que c'est autre chose finalement qui est responsable de cet effet sur la clonogénicité. Et on ne sait pas, à vrai dire, très clairement encore quelles sont les fonctions de la topoisomérase 2 qui sont ciblés par cet anticancéreux. Et donc le modèle de travail que proposent ces auteurs, c'est qu'au fond, l'effet antiprolifératif de l'étoposide passe par la formation de ces dérivés covalents entre la molécule d'ADN et la protéine, freinant ainsi la réplication de l'ADN du fait de la torsion qui va se manifester au moment de la réplication, alors qu'en présence de doxorubicine, c'est plus probablement l'intercalation dans le fragment d'ADN à répliquer et pas l'inhibition fonctionnelle de la topoisomérase qui est ici représentée en jaune, qui va être responsable du freinage de la synthèse de l'ADN. Donc, les conclusions de ce papier, c'est que la mort induite par la doxorubicine, dans ce cas-là, nécessite la topoisomérase 2, mais ne semble pas passer par l'inhibition de la réplication, au moins dans ce modèle cellulaire, avec toujours les restrictions qu'on a sur le type de modèle qui est utilisé. Et donc, la controverse assez ancienne sur le mode d'action des anthracyclines n'est pas complètement éteinte, ce qui renvoie à la fois à la diversité des fonctions de la topoisomérase 2, dont on a parlé déjà, puisqu'il y a un effet également sur le contrôle de la transcription des ARN messagers. Et ceci peut traduire le fait que pour des agents naturels, puisqu'ici je vous rappelle qu'il s'agit d'un antibiotique, les agents naturels peuvent avoir des effets multiples et la dose, le système cellulaire sont absolument essentiels. Et enfin, une remarque clinique qui éclaire au fond cette observation, c'est que cliniquement,
anthracycline et étoposide sont souvent associés dans des cocktails de polychimiothérapie, ce qui suggère qu'ils ont un effet synergique, et cet effet synergique serait au fond assez difficile à comprendre s'ils avaient exactement la même cible moléculaire. Alors, je vais passer maintenant à une deuxième question autour des anthracyclines qui a été éclairée par des travaux récents et pour lesquels il y a encore des essais cliniques d'ailleurs qui sont en cours, qui est le problème de la toxicité cardiaque de la doxorubicine. Donc la doxorubicine et les anthracyclines en général sont des molécules extrêmement utilisées dans le traitement des cancers, avec une limitation importante qui est leur toxicité pour la fonction cardiaque. Et la doxorubicine donc, a des effets nombreux, je vous l'ai dit, et entre autres des effets sur la mitochondrie, effets sur le fonctionnement dans la mitochondrie dont on a proposé déjà dans les travaux anciens que la formation d'espèces réactives de l'oxygène, les fameux ROS, soit à l'origine de cette toxicité cardiaque retardée. Je vous rappelle également qu'on a deux topoisomérases de type 2, la topoisomérase 2A et la topoisomérase 2B, et qui sont extrêmement différentes dans leur patron d'expression. La topoisomérase 2A est principalement exprimée dans les cellules en croissance. La topoisomérase 2B, elle, est principalement exprimée dans les cellules quiescentes. Et vous vous rappelez probablement du cours précédent dans lequel je vous ai fait remarquer que des inactivations de la topoisomérase 2B, par exemple chez la souris, conduisaient à des pathologies cérébrales, à des troubles du développement cérébral, avec bien entendu des cellules qui ne se divisent peu ou pas. Et ce qu'on va voir dans des travaux en fait, qui ont été publiés il y a une dizaine d'années par l'équipe d'Edwardier, qui a beaucoup travaillé sur cette question, c'est que chez la souris, l'inactivation spécifique au sein du muscle cardiaque de la topoisomérase 2B va induire une résistance pratiquement complète à la toxicité cardiaque de la doxorubicine dans ce modèle. Alors, juste une figure de ce papier. Les auteurs disposent de deux souches de souris identiques, l'une pour lesquelles la topoisomérase est maintenue dans le muscle cardiaque et l'autre dans laquelle l'expression de la topoisomérase 2-bêta a été perdue dans le muscle cardiaque. Et ces souris vont être soumises à des traitements forts avec de la doxorubicine, et ensuite les auteurs vont prélever ce muscle cardiaque et réaliser des expériences d'exploration de la transcription et chercher des signatures transcriptionnelles de l'exposition à la doxorubicine. Et donc ce que les auteurs ont pu constater, c'est qu'après un premier traitement à 16 heures, eh bien, on va avoir essentiellement une activation de la fonction de P53 dans les contrôles, et on a encore un petit peu d'activation de P53, mais sensiblement moins dans les souris qui n'expriment plus la topoisomérase 2-bêta, et on a également une signalisation bêta-adrénergique qui traduit la souffrance du muscle cardiaque et la réactivation du rythme cardiaque. Donc ça, c'est ce qui se passe à 16 heures. Et si on regarde maintenant à 3 jours, alors à 3 jours, la situation est complètement différente. Il n'y a plus de signalisation P53. En revanche, il y a une signature de souffrance mitochondriale avec une signature très forte de souffrance mitochondriale et d'adaptation par la phosphorylation oxydative. Et ce que vous remarquez, c'est que cette signature est observée exclusivement chez les souris qui avaient la fonction, qui exprimaient encore la fonction de la topoisomérase 2-bêta, traduisant donc le fait que c'est bien cette protéine qui est indispensable à la signalisation qui va conduire à cette dysfonction mitochondriale. Alors, si on regarde maintenant en microscopie électronique très rapidement et schématiquement l'aspect du cœur, eh bien, on voit que après quelques jours de traitement, on a des lésions massives et majeures. Vous voyez une désorganisation tissulaire importante chez les souris normales, alors que si on a enlevé l'expression de la topoisomérase 2-bêta, eh bien, vous voyez que le muscle cardiaque est complètement normal. Et effectivement, les auteurs ont étudié la fonction cardiaque à distance, plusieurs mois après cette forte dose de doxorubicine, et ils voient effectivement que la fonction cardiaque ici est complètement normale, alors qu'ici, elle est profondément altérée.
Et donc les auteurs ont résumé au fond cette observation de la manière suivante, en disant qu'on a donc cette enzyme, la topoisomérase, qui va casser de l'ADN. On les expose à des anthracyclines qui vont bloquer la fonction de cette enzyme, conduire à des cassures double brin. Ces cassures double brin vont d'une part directement activer la mort cellulaire, aussi bien d'ailleurs la mort des cellules cancéreuses que la mort peut-être de certaines cellules cardiaques, et puis l'activation de P53 à travers le contrôle de ce coactivateur qui s'appelle PGC1 alpha ou bêta, qui est une protéine extrêmement importante pour le contrôle de la signalisation transcriptionnelle qui va conditionner le trophisme de la mitochondrie. On va avoir des mitochondries défectueuses qui vont apparaître, et ces mitochondries défectueuses vont se traduire par une baisse de la concentration dans l'énergie cellulaire, l'ATP, et puis une augmentation du stress oxydant qui va donc finalement, à la longue, induire la mort de ces cellules cardiaques. Donc, ça pose un certain nombre de questions et ça ouvre un certain nombre de perspectives également. Dans les questions qui sont posées, eh bien, quel est le rôle des topoisomérases dans des cellules quiescentes comme les cardiomyocytes qui ne se divisent pas? À l'évidence, ce rôle va être différent de la réplication de l'ADN. Et je vous rappelle que donc, dans des conditions basales, en l'absence de division, les topoisomérases sont aussi indispensables à la transcription. Une des questions qu'on peut poser, c'est de savoir si cette toxicité passe par la formation de ces liaisons covalentes entre ADN et protéines, hein, les fameux topoisomerase cleavage complexes, ou est-ce que ça passe par une interférence avec la fonction? Et d'un point de vue pharmacologique, ça pose la question de savoir s'il faudrait chercher à développer des inhibiteurs spécifiques de la topoisomérase 2 alpha, ou alors des inhibiteurs ou des protecteurs de 2 bêta. Et donc, c'est là que la pharmacologie a réalisé des prodiges avec des médicaments comme la dextrazoxane, dont on savait qu'elle interférait avec ce cycle des topoisomérases, et dont il a été montré, ici dans des cellules en culture, qu'elle n'a pas d'effet sur le niveau de topoisomérase 2 alpha, mais qu'elle a par contre des effets très profonds pour favoriser la dégradation de la topoisomérase 2 bêta, dégradation dont vous voyez qu'elle est bloquée par des inhibiteurs de protéasome, donc qu'elle répond à un mécanisme assez classique de dégradation protéolytique. Donc ça, c'est dans des lignées en culture. C'est beaucoup plus intéressant de regarder ce qui se passe dans le muscle cardiaque. Et effectivement, il a été montré que dans le muscle cardiaque, on a une disparition très rapide à la suite d'une seule injection de ce composé, une disparition rapide mais transitoire de la topoisomérase 2 bêta, finalement mimant l'inactivation génétique de cette protéine dans les expériences de souris que je vous ai montrées. Donc, un certain nombre de travaux ont été faits sur le mode d'action de cette molécule. Il a d'abord été pensé que la dextrazoxane empêchait la fixation des anthracyclines. Et puis, plus récemment, en fait, il a été démontré que la fixation de ce composé sur cette enzyme va induire sa dégradation protéolytique par le mécanisme faisant appel à une conjugaison première par SUMO suivie d'une seconde conjugaison par l'ubiquitine, mécanisme dont nous avons parlé dans le cours précédent. Et ceci, finalement, soulève un parallélisme tout à fait frappant avec ce que l'on a déjà vu, par exemple, avec l'azacitidine et la DNA méthyltransférase de type 1, dans laquelle, là aussi, le résultat de l'action du médicament, c'était la dégradation transitoire de cette protéine. Et donc, ceci soulève une piste qui serait d'imaginer de protéger le cœur, au fond, avec ce composé, et ensuite d'administrer des anthracyclines. Alors, c'est une idée ancienne, il y a eu des controverses cliniques, donc ce n'est pas une question qui est tranchée. Il y a des essais cliniques qui ont dit oui, ça marche. Il y a d'autres essais cliniques qui ont dit non, ça ne marche pas. Et il y a des essais cliniques qui ont dit ça marche un peu, mais du coup, la doxorubicine marche moins bien. C'est-à-dire qu'on protège le cœur, certes, mais on est aussi moins dur avec la tumeur.
Et donc, ces essais, maintenant, ont été repris, d'abord avec effectivement la démonstration chez la souris que cette stratégie de protection peut être fonctionnelle. Ce sont des diapos que m'a passé ce collègue, Edouard Thiers, qui a conduit ces études, montrant donc que la fraction d'éjection, qui est un reflet finalement indirect de l'activité cardiaque, diminue après doxorubicine. Mais si on fait, au fond, une pré-imprégnation avec la dexrazoxane avant de donner la doxorubicine, vous voyez que dans ce modèle de souris, on est capable de protéger la fonction cardiaque, suggérant donc que cette stratégie est valable. Et actuellement, il y a aux États-Unis un essai clinique qui se propose de tester ça directement chez des patients, chez des femmes atteintes de tumeurs du sein ERB2 négatives, donc pour lesquelles on a une première injection de ce produit, avec l'idée qu'on va arriver à dégrader la topoisomérase 2-bêta dans le cœur, et qu'au fond, quand il y a presque plus d'extrazoxane, on va pouvoir faire l'injection de doxorubicine de manière à ce que celle-ci exerce son effet anticancéreux tout en n'attaquant pas le muscle cardiaque, en imaginant bien entendu que ce qui se passe chez les patients est la même chose que ce qui se passe chez la souris, ce qui n'a pas encore été démontré. Alors, si on résume au fond un petit peu ce qu'on a vu depuis le début du cours, on a vu comment inhiber la synthèse de l'ADN avec la déplétion de nucléotides, on a vu comment intégrer des nucléotides anormaux pour modifier l'ADN, ceci pouvant se manifester par des cassures ou par des changements de méthylation de cet ADN. On a vu comment induire des modifications chimiques des bases avec l'utilisation des alkylants ou du platine. On a vu comment cibler des enzymes de modification comme les topoisomérases dont on vient de parler. On a vu enfin que les anthracyclines étaient capables d'avoir une action extrêmement large d'intercalation entre les bases qui va avoir des effets multiples au niveau de la topologie, de la transcription ou autre. Et j'ai insisté sur le fait qu'au fond, les explications moléculaires ont toujours été trouvées a posteriori et souvent quelques dizaines d'années après que ces agents aient été développés avec succès dans le traitement des maladies. Alors, il faut noter également que des défauts préexistants de réparation de l'ADN favorisent presque toujours la réponse. On a vu l'exemple du cisplatine, mais il y en a beaucoup d'autres, et en particulier les défauts de recombinaison homologue, tels qu'on peut les observer dans certaines formes de tumeurs héréditaires, mais à vrai dire au-delà de ces tumeurs héréditaires, vont favoriser l'action de tous ces médicaments qui vont avoir un effet délétère sur la molécule d'ADN. Et nous avons vu enfin que les adduits entre les protéines et l'ADN jouent aussi un rôle important en créant des obstacles à la réplication ou à la transcription. Alors nous allons maintenant, au fond, parler d'un autre groupe d'agents qui a été développé il y a une quinzaine d'années et où on peut dire que le développement de ces agents répondait à une démarche prospective où on a recherché au fond quelque chose pour en faire une molécule après. Et donc la stratégie qui a été utilisée dans ce cas-là, c'est la stratégie dite de létalité synthétique, qui est un concept assez général en biologie qui permet de découvrir des interactions génétiques inattendues et qu'on peut résumer de la manière suivante. Vous avez au fond deux gènes A et B qui vont contrôler un même processus biologique, mais par des voies parallèles et redondantes. Et comme elles sont parallèles et redondantes, au fond, on peut muter le gène B, il ne se passe rien, on peut muter le gène A, il ne se passe rien, ou on peut surexprimer le gène A et il ne se passe rien. Néanmoins, la cellule est incapable de tolérer la perte de A et de B. Et donc, c'est ça que signifie létalité synthétique. Vous voyez, quand on a les deux lésions, eh bien, on va avoir la mort de la cellule. Ou alors, quand on a la lésion et qu'on inactive la fonction du gène B avec un inhibiteur, et par exemple avec un médicament. Ou alors on peut rendre intolérable la surexpression du gène A si on bloque la fonction du gène B avec un médicament. Et donc vous comprenez tout de suite que ce type de stratégie est particulièrement adapté à l'étude du cancer où évidemment les mutations de gènes maîtres sont nombreuses. Et on peut réfléchir au fond à utiliser cette stratégie soit dans des conditions de base, soit en réponse à des perturbations et en particulier à des traitements.
Et donc, dans l'exemple que nous allons voir aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui ont été décrits depuis, on va s'intéresser à une modification qui s'appelle la poly-ADP ribosylation et un groupe de gènes qui s'appelle les poly-ADP ribosyl polymérases. On va voir dans un instant ce que c'est, mais à ce stade, rappelez-vous donc de ces schémas de réparation des cassures double brin dans l'ADN, et vous rappelez qu'il y a deux grandes voies de réparation. Une première voie qui est la voie royale, si j'ose dire, qui est la voie de recombinaison homologue, dans laquelle on va par une stratégie biochimiquement assez compliquée, qui fait appel à des enzymes comme à des protéines comme BRCA1 et BRCA2. On va utiliser l'allèle restant du gène pour avoir une réplication parfaite, sans erreur, donc par ce processus de recombinaison homologue. Et puis il y a d'autres processus, le plus classique étant ce qu'on appelle le non-synonymous end-joining, dans lesquels en fait on répare à la va-vite et on cherche à recoller aussi vite que possible les deux morceaux, sachant que recoller les deux morceaux, ça veut dire aussi perdre l'information, puisqu'au niveau du point de cassure, on va perdre des nucléotides, on va donc perdre l'information génétique, ou on va même dans certains cas dupliquer. Quoi qu'il en est, au niveau de la cassure, l'information génétique va être perdue. Il se trouve que ces processus imparfaits de réparation nécessitent tous l'intervention première de cette enzyme, et donc ceci a conduit à l'idée qu'il pouvait y avoir au fond un phénomène de létalité synthétique entre la présence de la recombinaison homologue comme mode de réparation ou l'activité de cette enzyme qui va donc être le prérequis à ces autres modes de réparation. Et comme vous l'imaginez facilement, si on n'est plus capable de réparer des cassures double brin, eh bien la cellule va mourir de manière assez claire. Alors qu'est-ce que c'est que cette modification ? Eh bien c'est une modification qui est donc apportée par ces enzymes. Ces enzymes, la PARP polymérase va détecter des cassures simples ou double brin, et en réponse à une cassure simple ou double brin, elle va mettre cette poly-ADP ribose, donc une molécule chimique dérivée de nucléotides assez grosse, qui va être branchée sur la chaîne latérale d'un résidu d'acide glutamique, de manière à créer cette chaîne de molécules sur cet acide glutamique grâce à l'action de cette PARP. Alors quel va être l'intérêt ? Eh bien l'intérêt, il est relativement simple, c'est finalement de décondenser la chromatine, puisque les histones vont être modifiés massivement, et ces histones qui vont être poly-ADP ribosylés vont se relâcher. Ceci va conduire à une relaxation de la superstructure de la chromatine, l'idée étant que cette relaxation de la superstructure de la chromatine va permettre l'accès simplement aux enzymes de réparation qui ont besoin de rentrer dans ce milieu extrêmement dense qu'est l'ADN avec de la chromatine. Et par ailleurs, ces chaînes de poly-ADP ribose vont recruter directement par des interactions, par reconnaissance moléculaire, des enzymes de réparation, comme par exemple XRCC1, donc qui vont être attirés par ces modifications de manière à venir réparer au voisinage de la cassure. Donc si on se place dans la situation d'une déficience, par exemple en BRCA1, BRCA2, dont vous vous souvenez que c'est la signature des formes héréditaires, enfin de certaines formes héréditaires de cancer du sein ou de cancer de l'ovaire, eh bien ça veut dire que la réparation de l'ADN, en particulier la réparation de cassures simple brin, va dépendre de l'activité de ces protéines PARP, et que donc, après une cassure simple brin, on va pouvoir réparer et la cellule va survivre. Maintenant, plaçons-nous dans une situation où, grâce à l'imprégnation d'un médicament et d'un inhibiteur de cette polymérase, qu'on appelle un PARP inhibiteur, eh bien, que se passe-t-il ? Avec une cassure simple brin, on ne va pas pouvoir réparer, et donc, ne pouvant pas réparer, on va aller de la cassure simple brin vers la cassure double brin, et ceci va conduire à de l'instabilité génomique et de la mort cellulaire. Donc ça, c'était effectivement la voie
c'est l'illustration de la voie du rationnel que je vous ai exposé. Et puis on a découvert un peu plus tard qu'en fait il y avait un deuxième effet de ces inhibiteurs de PARP, c'est qu'au fond, la molécule de PARP en présence de son inhibiteur, elle va rester aussi très fortement associée à l'ADN, et au fond elle va se comporter un petit peu comme un topoisomerase cleavage complex. Et cette molécule de PARP fixée sur l'ADN, elle va servir d'obstacle à la réplication de l'ADN, et cet obstacle va lui-même induire des cassures double brin. Donc vous voyez un double effet, l'effet d'empêcher au fond la réparation et l'effet secondairement même de provoquer des lésions, exactement comme nous avons pu le voir pour les inhibiteurs de topoisomérase. Donc, l'inhibition de l'activité des PARP va bloquer celle-ci au niveau des lésions préexistantes et pourrait provoquer d'autres lésions. Et s'il n'y a pas de réparation possible, par exemple lorsque la recombinaison homologue est inactivée, à la réplication ultérieure, on va avoir blocage au niveau des fourches de réplication, stress réplicatif et cassure double brin de l'ADN. Et en fait, pour l'instant, la situation clinique la meilleure pour l'utilisation de ce genre d'approche a été des traitements d'entretien, au fond, de tumeurs avec une inactivation de BRCA1. On va voir un exemple dans une seconde, et on peut imaginer que cette application thérapeutique serait utilisable dans d'autres types de situations. Actuellement, il y a énormément d'essais cliniques et de réflexions pour essayer de comprendre comment utiliser cette molécule. Alors, de manière intéressante, l'idée première, c'était d'utiliser cette molécule en association avec de la chimiothérapie, au fond, pour rendre la chimiothérapie encore plus efficace. Il s'est très vite avéré que cette approche était en fait beaucoup trop dangereuse et que les tissus normaux supportaient extrêmement mal l'association entre l'inhibiteur de PARP et la chimiothérapie. Mais ce qui est tout à fait intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on a une faible toxicité en traitement d'entretien. Donc voilà un exemple d'utilisation clinique. Vous voyez des observations qui ont été rapportées il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans, et qui ont montré qu'après traitement de tumeurs ovariennes présentant une mutation de BRCA1 et BRCA2, donc là on est vraiment dans le modèle pour lequel on a développé ces approches, on n'a pas de recombinaison homologue, et l'utilisation en entretien de ces inhibiteurs de PARP, vous voyez, a un effet majeur comparé au placebo qui ne fait rien, donc après un premier traitement par chimiothérapie. Alors ces molécules ont été beaucoup étudiées, il y a eu beaucoup d'analyses translationnelles qui ont été faites, et alors de manière tout à fait remarquable, de manière tout à fait homologue à ce que je vous ai dit pour le cisplatine, on a pu, chez des patients qui étaient secondairement devenus résistants à ces inhibiteurs de PARP, observer des mutations de réversion, donc dans lesquelles un gène, ici il s'agit de BRCA1, qui était donc initialement muté dans la tumeur, en fait va remuter de manière à retrouver la fonction. Donc c'est une mutation restauration de fonction, et cette mutation restauration de fonction, observée en réponse au traitement, va s'accompagner d'une inefficacité thérapeutique et donc d'une rechute. Alors là, cette expérience qui a été publiée dans Cancer Discovery il y a quelques années a été faite en regardant dans le plasma, donc en prélevant du plasma. Ce plasma va être riche en fait en ADN relargué par la mort spontanée des tumeurs, et donc en séquençant cet ADN dans le plasma, on a pu montrer l'existence de plusieurs clones donc associés à la résistance, et qui chacun avait trouvé un moyen différent. Vous voyez, ce n'est pas la même mutation qui va restaurer la phase de lecture et donc conduire finalement de manière un petit peu paradoxale à une récupération de la capacité de réparer l'ADN comme mécanisme de résistance à ce type de médicaments. Donc vous voyez qu'au fond, ces bases, alors il y a d'autres bases de moléculaires à la résistance aux PARP inhibiteurs, mais ce qui est assez frappant, et la raison pour laquelle j'ai choisi de vous le présenter, c'est qu'en fait, ces bases moléculaires de la résistance sont tout à fait similaires à la résistance aux alkylants ou à la résistance aux topoisomérases. Et pour l'instant, ces médicaments sont souvent utilisés en seconde ligne après des alkylants ou des inhibiteurs de topoisomérases. Et donc, actuellement, en cours d'étude, il y a beaucoup de réflexions, d'essais cliniques pour essayer de définir les meilleures stratégies pour utiliser ce type de médicaments.
Alors, je vous ai parlé à plusieurs reprises du stress de réplication. Ce stress de réplication, au fond, peut être induit par l'action de médicaments anticancéreux, mais il existe également de manière spontanée. Et donc, cette image prise d'une revue qui vient de sortir de l'équipe de Harvard, qui est tout à fait remarquable, et ceux d'entre vous qui s'intéressent au stress réplicatif pourront la lire avec bénéfice, a essayé de représenter, dans des situations normales, au fond, en dehors du traitement anticancéreux, quelles sont les origines du stress de réplication. Le stress de réplication, au fond, traduit le fait que la polymérisation de l'ADN est retardée. La polymérisation de l'ADN, c'est une opération compliquée, c'est une opération potentiellement dangereuse parce qu'on ouvre la double hélice et on va, après ouverture, la resynthétiser, ce qui veut dire qu'on fait apparaître des molécules qui chimiquement sont un peu fragiles. Et la réplication de l'ADN, pour prendre une image un petit peu triviale, c'est comme une fermeture à glissière, il ne faut surtout pas l'arrêter, parce que quand elle s'arrête, elle risque de se coincer. La réplication de l'ADN, c'est un peu la même chose, et au fond, toutes ces situations qu'on va revoir ensemble sont susceptibles de conduire à un ralentissement, voire à un arrêt. La première situation, c'est bien sûr l'insuffisance du pool de nucléotides. C'est ce dont on a parlé dans le premier cours avec la déplétion en thymidine et la mort par carence en thymidine. S'il n'y a pas suffisamment de nucléotides, à l'évidence, la réplication de l'ADN ne peut pas se passer de manière correcte et convenable. Deuxième situation dont on n'a pas vraiment parlé, mais c'est l'augmentation du nombre d'origines de réplication. Et en particulier, quand les cellules sont confrontées à des fonctions promitogéniques très fortes, des signaux de prolifération très forts, elles vont initier l'activation d'un certain nombre d'origines de réplication. Et si évidemment vous repliquez en commençant par 10 origines alors que d'habitude vous commencez par une seule, le risque de saturer la machinerie, le risque d'épuiser les nucléotides est beaucoup plus grand que s'il y a une seule origine à la fois. Et puis après, il y a des situations comme, au fond, celle qui va être mimée par le cisplatine avec ou les UV, dans ce cas-là, avec des créations de ponts covalents entre des bases, par exemple de thymidine. Vous pouvez avoir des trous qui restent parce qu'il y a eu une cassure qui n'a pas été réparée. Vous pouvez avoir des séquences répétées sur lesquelles la polymérase risque de patiner. Et puis vous pouvez avoir ce qu'on appelle des air loops. Donc des air loops, ce sont en fait des régions dans lesquelles la double hélice d'ADN est séparée par un fragment d'ARN, l'ARN s'appariant avec l'ADN et empêchant la réassociation normale de la molécule d'ADN. Et donc ceci, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, va créer un obstacle majeur à la réplication. Et puis vous avez également l'incorporation de mauvais nucléotides ou de ribonucléotides, comme par exemple l'uridine dont on a parlé avec les carences en thymidine. Vous avez les épingles à cheveux formées par l'ADN, une variante de l'épingle à cheveux qui sont ce qu'on appelle les G quadruplex, avec une topologie particulière de séquences très riches en GC. Et puis finalement, la dernière situation normale dont on a parlé, c'est la collision entre la machinerie de réplication et la machinerie de transcription, ce qui n'est pas exclu pour certains gènes qui sont très très grands, où la polymérase peut avoir à parcourir, où la RNA polymérase peut avoir à parcourir des distances vraiment importantes. Vous voyez, toutes ces situations normales, au fond, vont conduire à ces situations de stress réplicatif avec un ralentissement, voire un blocage de la réplication. Alors, quelle va être la signalisation ? Alors, cette signalisation est maintenant relativement bien connue. Au fond, c'est pratiquement la même quand on a du stress de réplication. Et vous voyez, si la réplication s'arrête, on va avoir de l'ADN simple brun libre, ce qui est quelque chose dont la cellule a horreur, ou quand on a des cassures double brun. La première chose, c'est qu'on va recruter cette protéine qui s'appelle RPA, qui va venir cacher, au fond, cacher et protéger la molécule d'ADN simple brun. Et puis cette protéine RPA va recruter une autre protéine qui est une kinase qui s'appelle ATR, qui va venir se fixer sur cet agrégat de protéines RPA fixé sur cet ADN simple brun et va activer ensuite toute une cascade de kinases, dont CHK1, qui vont à la fin converger sur des kinases
qui contrôle le cycle cellulaire, donc de manière assez compréhensible et logique. Si on a des défauts dans la réplication de l'ADN, la première chose, c'est d'arrêter le cycle cellulaire de manière à se donner le temps de pouvoir réparer. Donc ça, c'est la première chose. On arrête le cycle cellulaire pour réparer, et puis cette kinase va ensuite activer toute une série de machineries dont le but va être d'essayer de réparer ces lésions. La première chose, à travers l'activation de la ribonucléotide, réductase, c'est d'augmenter la quantité de nucléotides libres de manière à ce que les nucléotides ne soient plus limitants dans cette synthèse. Un deuxième effet va passer par l'extinction des origines de réplication pour arrêter là aussi la réplication trop multifocale, et puis l'induction de protéines qui vont stabiliser la fourche pour éviter qu'elle se casse le temps qu'elle soit réparée, et enfin l'induction de systèmes de réparation qui appartiennent d'ailleurs au groupe du Nucleotide Excision Repair ou qu'ils soient rattachés à la recombinaison homologue. Donc tout ceci va faire qu'on a à la fois des signaux de stress qui arrêtent tout, et puis on essaye de réparer cette origine défectueuse, tout ceci initié donc par la signalisation de cette kinase ATR. Donc vous voyez qu'on a un mécanisme de protection, et vous pouvez imaginer assez facilement que l'inhibition de l'activité de cette kinase va avoir des effets anticancéreux, qu'elle soit d'ailleurs que l'inhibition soit réalisée de manière isolée ou en combinaison en particulier avec d'autres molécules de chimiothérapie. Et ces molécules qui ont été obtenues de manière assez récente sont actuellement en exploration préclinique et clinique. Donc, vous l'avez compris, beaucoup de chimiothérapies vont induire du stress réplicatif, ne serait-ce qu'à travers le blocage de la synthèse de l'ADN ou des cassures induites par l'ADN. Et donc, on va avoir finalement un espèce de dialogue entre l'action de ces chimiothérapies et cette signalisation par la voie ATR. Et donc, si on prend déjà la création, l'augmentation du pool de nucléotides, eh bien, elle va être facilitée par la signalisation ATR, elle va être bloquée donc par l'inhibiteur d'ATR, et ce blocage va pouvoir agir de manière synergique avec d'autres chimiothérapies qui vont avoir les mêmes effets, comme en particulier la gemcitabine ou le 5-FU, qui vont jouer sur la ribonucléotide réductase ou sur la thymidylate synthase, comme nous l'avons vu. Et puis, si on regarde maintenant un certain nombre de chimiothérapies dont nous avons parlé, celles qui induisent l'incorporation de mauvais nucléotides, celles qui vont faire des liaisons intra- ou interchaînes, comme les dérivés du platine, les dérivés covalents ADN topoisomérase 2, la PARP fixée sur l'ADN, tout ceci va conduire à des blocages de chaînes, et puisque l'action première d'ATR, c'est de s'opposer, d'essayer de réparer ce blocage de chaîne, eh bien on peut imaginer l'existence d'effets synergiques, encore une fois, entre ces inhibiteurs de cette signalisation et les chimiothérapies classiques, et on va avoir la même chose avec également d'autres agents comme les taxols dont on parlera peu. Donc l'inhibition de ces systèmes de réparation de la fourche induite par la signalisation ATR va augmenter l'effet de tous ces agents qui jouent sur la réplication. Et effectivement, les inhibiteurs sont en évaluation clinique pour comprendre comment est-ce qu'on peut les utiliser de manière rationnelle et le plus efficace possible. Alors, deuxième élément important après cette signalisation ATR pour le contrôle de la stabilité des fourches, c'est un gène qui s'appelle SLFN11, qui a été découvert par l'équipe d'Yves Pommier, qui a beaucoup travaillé sur les topoisomérases, d'une manière au fond assez simple, en cherchant par des analyses corrélatives
des gènes dont l'expression serait très liée à la chimiosensibilité de lignées cellulaires. Donc ils ont utilisé la collection des 60 lignées cellulaires établies par le NIH avec une collection de drogues, de molécules de chimiothérapie, et ils ont cherché à savoir, au fond, parmi les gènes exprimés différentiellement dans ces différentes lignées, quels étaient ceux qui allaient corréler de manière étroite avec la sensibilité à un ou plusieurs agents de chimiothérapie. Et ils ont trouvé assez rapidement ce gène, qui est une RNA-DNA hélicase, donc une protéine qui va avoir un effet topologique sur ces hybrides ADN-ARN, et qui corrèle très étroitement avec la chimiosensibilité sur ces lignées cellulaires. Vous pouvez le voir ici. Quand on inactive par siRNA l'expression de cette protéine, vous voyez que les courbes réponse-dose avec les toposides de cisplatine ou la camptothecine sont décalées de pratiquement 2 log, donc un effet absolument majeur sur la chimiosensibilité ex vivo de ces agents. Alors, ça joue sur la mort à court terme, ça joue aussi sur la clonogénicité. Et vous voyez qu'en inactivant toujours par siRNA ce gène, on est capable de réverser complètement l'effet antiproliférant ici de la camptothecine. Donc ça, c'était tout à fait intéressant, mais ça reste des observations de lignée. Est-ce que c'est vrai dans la vraie vie? Est-ce que ça rentre dans une stratégie plus générale de contrôle de la vitesse, de contrôle de la synthèse d'ADN? De manière tout à fait remarquable, c'est a été l'observation qu'au fond, ce gène est un gène cible primaire de l'interféron et qu'il a par ailleurs des propriétés antivirales. Donc on ne va pas seulement s'opposer il ne va pas seulement favoriser la mort avec des chimiothérapies, il va également s'opposer à la réplication des virus, et ceci évidemment évoque tout à fait ce qu'on a vu avec SAMHD1 qui a les mêmes propriétés, qui est un gène cible de l'interféron et qui contrôle aussi la réplication virale. Donc, est-ce que c'est vrai chez des patients, dans la vraie vie? Et ça, évidemment, l'existence aujourd'hui d'énormes bases de génomique pour lesquelles on connaît des profils d'expression d'ARN messager de milliers parfois de tumeurs et qu'on connaît également ensuite l'évolution clinique de ces patients a permis de faire des études corrélatives. Et ces études corrélatives sont sans appel. La forte expression de SLFN11 est très fortement corrélée à une meilleure survie et à une meilleure chimiosensibilité, et ce, avec pratiquement tous les agents qu'on a étudiés, que ce soit des analogues de nucléosides, que ce soit des imiteurs de la ribonucléotide synthétase, la thymidélate synthase, la DHFR comme le méthotrexate, les alkylants comme le temozolomide, les agents ciblant la topoisomérase 1, la topoisomérase 2 ciblant PARP, vous voyez, tous vont voir leur efficacité fortement augmentée si cette protéine est fortement exprimée. Donc ça, ce sont des observations corrélatives, mais comment expliquer ça au niveau moléculaire? Eh bien, l'impression à ce stade, et c'est encore des travaux qui sont en cours, c'est qu'au fond, ce que fait, en présence d'un stress de réplication, ce que fait cette protéine, SLFN11, c'est exactement l'inverse de ce que fait ATR. ATR va chercher à réparer. Cette protéine, au contraire, va essentiellement geler la fourche de réplication dans son état, et elle va geler la fourche de réplication dans son état en empêchant l'ouverture de la chromatine au-delà de cette première bulle de réplication et en empêchant également la progression de la fourche de réplication. Et donc, en gelant cette fourche de réplication éventuellement défectueuse, on va évidemment favoriser l'émergence de cassures secondaires, et donc la cassure double brin va être de nouveau quelque chose qui va favoriser la mort de la cellule.
Donc deux signalisations inverses qui sont complémentaires l'une de l'autre. Et en particulier, il a été montré que dans des cellules qui sont très chimio-résistantes, comme des cellules pour lesquelles on a inactivé l'expression de ce gène, les inhibiteurs d'ATR gardent toute leur activité, montrant bien qu'on a affaire à deux voies complémentaires et pas deux voies identiques. Donc, vous voyez qu'on a une importance générale de ces systèmes de réparation des fourches de réplication, de ce stress réplicatif. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de parentés, au fond, dans tous ces mécanismes qu'on a vus, avec la stabilisation de ces fourches de réplication, la dégradation de ces protéines couplées à l'ADN, dont on connaît les mécanismes biochimiques maintenant de dégradation, mais dont on ne sait pas si ces mécanismes biochimiques sont modulables, et donc s'ils pourraient être en particulier ciblés par certaines approches thérapeutiques. On sait que SLFN11 est un régulateur important, mais on ne sait pas très bien comment est-ce que son expression est régulée dans les tumeurs. Est-ce que c'est uniquement régulé par l'interféron? Est-ce que c'est régulé par autre chose? Est-ce qu'il existe d'autres protéines qui ont le même type de fonction pour geler les fourches de réplication? Et on a vu également qu'on commençait à pouvoir, de manière rationnelle, découpler l'effet désirable finalement sur la mort de la cellule et les effets indésirables, avec deux exemples. Vous vous rappelez de la surdité liée aux oxydants par le platine, et les données que je vous ai présentées sur le découplage finalement entre la toxicité cardiaque et la toxicité antitumorale des anthracyclines. Tout ceci étant des observations récentes, mais qui montrent que c'est possible et que certains de ces médicaments ont des effets secondaires qu'on peut arriver à contrôler de manière rationnelle pour ne garder au fond que ce qui est désirable. Alors, vous avez compris également, et on va y revenir dans la suite du cours, que l'étude en lignée cellulaire permet de répondre à certaines questions. C'est comme ça qu'on a trouvé l'importance de SLFN11, mais elle pose également d'autres problèmes, en particulier pour le métabolisme, qui n'est pas bien étudié dans ces situations de lignée cellulaire. Et comment explorer ces questions dans la vraie vie? Ce sont des questions en vraie vie, c'est-à-dire chez des vrais patients, traités avec des vrais médicaments. Ce sont des questions qui ne sont pas du tout simples. On peut essayer d'y arriver dans certaines circonstances, en particulier dans des leucémies, mais c'est probablement le moyen privilégié d'arriver à obtenir certaines réponses que les modèles ne peuvent pas nous donner. Donc, pour finir, je voudrais faire un rapide survol d'une question que je serais probablement amené à traiter dans un autre cours, une autre année, qui est au fond le rôle émergent de la mitochondrie. Et ceci, en fait, pose la question de savoir, au fond, à la fin, qu'est-ce qui fait qu'on meurt? Qu'est-ce qui fait qu'une cellule cancéreuse va mourir en réponse à un traitement? Et donc, au départ, le modèle était relativement simple. On va le voir, c'est la diapositive suivante. On a une activation massive et violente de P53 et on a une apoptose mitochondriale. Aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup plus compliqué. On sait qu'il y a des tas de formes de mort. On sait qu'il peut y avoir sans mort de la sénescence et que la sénescence, c'est-à-dire un arrêt largement irréversible de prolifération, est quelque chose qui peut être aussi une stratégie thérapeutique. On peut avoir la perte du pouvoir clonogénique sans avoir de la mort, ou on peut, au fond, à travers le traitement, rendre la cellule cancéreuse reconnaissable par le système immunitaire et donc induire une éradication secondaire par le système immunitaire en ayant modifié la cellule cancéreuse. Et pour ceux d'entre vous qui suivent mon cours depuis quelques années, vous savez qu'on a un rôle essentiel de la fonction de la protéine P53, mais que ce rôle modulateur de P53 ne va pas toujours dans le même sens. Si on prend par exemple les leucémies aiguës myéloïdes, dont on va reparler tout de suite, il y a une nécessité absolue d'une fonction de P53. C'est-à-dire que dans ce système-là, c'est vraiment
P53 qui fait mourir la cellule cancéreuse. Mais à l'inverse, dans certaines tumeurs du sein qui sont P53 mutées sont connues pour être très chimiosensibles. Et on pense que dans ce cas-là, c'est une catastrophe mitotique qui va être à l'origine de la mort de la cellule, et qu'en fait, cette catastrophe mitotique, elle est favorisée par l'absence de P53, en particulier en empêchant des points de contrôle prémitotiques. Donc en laissant des cellules avec des chromosomes en très mauvais état aller en mitose jusqu'à la catastrophe. Donc, ce modèle classique, sur lequel finalement la littérature s'est reposée pendant de très nombreuses années, était le suivant, c'est qu'il existe un certain nombre de protéines qui vont être en équilibre de liaison les unes avec les autres et qui vont contrôler deux effecteurs qui sont des protéines qui sont capables de former un canal dans la mitochondrie, qui sont Bax et Bak. Et donc, toutes ces protéines vont équilibrer finalement la disponibilité de ces deux effecteurs terminaux. Toutes ces protéines sont directement ou indirectement modulées par P53, et donc quand on a une induction très forte de P53, on va induire beaucoup de Bax, on va faire des trous dans la mitochondrie. Ces trous dans la mitochondrie vont faire qu'une protéine qui s'appelle le cytochrome C va être relarguée, et ce relargage du cytochrome C va conduire à l'activation d'enzymes de destruction qu'on appelle les caspases, qui va en fond digérer quasiment la cellule de l'intérieur. Donc ce cytochrome, qui en fait n'est pas une protéine mais une petite molécule chimique qui va transporter des espèces chimiques dans la mitochondrie, qui doit rester dans la mitochondrie et qui, quand elle sort, va précipiter la mort. C'est ce schéma-là, qui est un schéma qui existe, mais qui, en fait, au fond, n'est observé que dans des activations absolument caricaturales et extraordinairement violentes de la fonction de P53, qui ne reflètent probablement pas la situation de la majorité des traitements anticancéreux. Et donc, au cours des années, on a décrit des tas de formes de mort. On ne va pas toutes ni les énumérer ni les décrire, mais vous voyez qu'on connaît maintenant des dizaines de moyens qu'une cellule, au moins ex vivo, est capable de mourir, sachant que là encore, l'exploration in vivo est extrêmement difficile, car dans l'organisme, une cellule mourante représente un danger. Une cellule mourante est éliminée extrêmement vite. Donc ça rend leur quantification, leur examen et leur analyse extrêmement difficiles. Alors, à partir de ces observations ex vivo, et là non plus, on ne va pas, à l'évidence, faire la description de tous ces types de morts, mais on a pu à la fois définir des stimuli, définir des cascades et définir un type de mort. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, c'est la rupture de la membrane plasmique qui va être à l'origine de la nécroptose. Dans la ferroptose, par exemple, c'est des troubles de production de ROS, d'espèces réactives de l'oxygène, à la suite de dérégulation du métabolisme du fer, qui vont induire une peroxydation des lipides et faire des trous dans les membranes. Bon, donc, toutes ces situations-là ont été bien décrites ex vivo. On connaît en partie au moins les mécanismes qui vont les activer, mais qu'en est-il in vivo? Eh bien, c'est extrêmement difficile de savoir, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne passe pas toujours par la mitochondrie, on ne passe pas toujours par P53. Donc ce sont d'autres types de stress qui vont être capables d'induire ce type de mort. Et donc pour finir ce cours et peut-être ouvrir sur le prochain, dans les années récentes, on a eu finalement un changement un peu de paradigme sur ces mitochondries, dont il y a 20 ans, on pensait que c'était effectivement la grenade prête à être dégoupillée qui allait être à l'origine de la mort. Et des travaux plus récents, au fond, ont mis en évidence des rôles essentiels de la mitochondrie, mais exactement pour l'inverse, c'est-à-dire pour permettre de résister au traitement et de survivre en réponse au traitement. Et de manière inattendue, au fond, plus que le rôle
d'induction immédiate de l'apoptose que je vous ai rappelé dans la diapositive précédente, c'est une modulation du rôle métabolique de cette organelle qui était impliquée par des travaux qui sont encore en cours et qui ne sont pas complètement définitifs, mais dont j'ai voulu vous parler tout de même. Une adaptation métabolique de cette organelle qui est essentielle à la survie, puis à la récidive éventuellement, et ceci a été beaucoup étudié dans les modèles de leucémie aiguë myéloïde, et finalement reflète, au moins en première analyse, une disjonction entre ces mécanismes immédiats d'induction de la mort et puis cette reprogrammation métabolique à long terme qui va, elle, favoriser la survie. Et donc là, j'ai emprunté un certain nombre de diapositives à Jean-Emmanuel Sary, qui est un scientifique français qui a beaucoup étudié ces questions et qui a fait un certain nombre d'observations princeps sur ces questions. Donc, pour vous rappeler que la mitochondrie, ce sont ces petits organelles présents dans le cytoplasme et qui, en première approximation, constituent le moteur de la cellule. C'est-à-dire, c'est ça qui va fabriquer l'énergie sous forme d'ATP. Et pour fabriquer de l'énergie, eh bien, on va brûler soit des lipides, donc soit de la glutamine, donc un acide aminé, soit du glucose. Et ces molécules complexes vont être coupées en petits morceaux dans ces cycles métaboliques qui s'appellent le cycle des acides tricarboxyliques ou le cycle de la bêta-oxydation, pour donner des briques, et ensuite ces briques vont être brûlées par cette chaîne de phosphorylation oxydative qui va récupérer donc des briques et qui, en réponse à leur changement chimique, va pomper des protons pour créer une pile. Cette pile dans laquelle les protons sont regroupés dans l'espace intermembranaire, et ensuite il va y avoir une petite turbine qui est la F1 ATPase qui va dissiper le gradient, et en réponse à l'énergie de dissipation du gradient, elle va synthétiser de l'ATP. Donc ça, c'est la vue la plus simple hein, de ce moteur de la cellule qui va brûler donc des composés simples pour en faire de l'ATP qui ensuite va être utilisé par toute la cellule. Et ces mécanismes sont plus ou moins parfaits, et par plus ou moins parfaits, on entend que de temps en temps, quand ça ne va pas très bien, ce sont ces mécanismes qui vont induire des dérivés réactifs de l'oxygène, hein, les fameux ROS, qui viennent finalement en complication, en particulier d'un fonctionnement non optimal du complexe 1. Alors ça, c'est ce qu'on a pensé pendant longtemps, que la mitochondrie, ça n'était que ça, mais en fait, la mitochondrie, c'est aussi un nœud, une plaque tournante du métabolisme, et c'est aussi une organelle qui va prendre des tas d'espèces chimiques et les transformer dans des tas d'autres. Donc il y a un rôle absolument fondamental, au fond, d'échange et de facilitation de toutes sortes de réactions chimiques. Un exemple dont on a parlé dans un cours précédent, hein, c'est le métabolisme du dihydrooroate, hein, qui va participer donc à la conversion entre des dérivés des acides aminés comme l'aspartate, et qui va rentrer dans la chaîne de synthèse des pyrimidines. Donc, et ça, ceci fait appel à une étape clé, la dihydrooroate déshydrogénase, qui est présente dans la membrane mitochondriale. Donc, une plateforme au fond de conversion biochimique énergétique, et puis en plus donc de la phosphorylation oxydative, ce nœud du métabolisme, au moins 3 autres fonctions absolument essentielles dans la biologie des cellules cancéreuses, que sont le contrôle de la mort cellulaire programmée, le contrôle de l'homéostasie calcique, dont on ne parlera pas aujourd'hui, et puis le contrôle de l'équilibre redox, hein, avec toute la question du métabolisme du fer et de la production de ces espèces réactives de l'oxygène, qui peuvent être vues soit comme des molécules de signalisation, soit comme des sous-produits toxiques, hein, qui vont empoisonner la cellule, comme c'est le cas par exemple dans la ferroptose. Bon, alors tout ceci étant dit, les travaux donc de l'équipe de Jean-Emmanuel Sary ont utilisé un certain nombre d'approches, essentiellement des cellules de leucémie de patients qui étaient propagées et étudiées chez la souris. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des xénogreffes.
Et ce modèle permet donc d'avoir dans un organisme vivant, la souris, des cellules humaines qui vont pouvoir proliférer. Et ceci a un énorme avantage par rapport à d'autres approches dont on a parlé plus haut, c'est qu'on est dans des vraies conditions, en particulier de stress oxydant, et on est dans des conditions biochimiques, physiologiques à peu près raisonnables. Et donc, l'équipe de Jean-Emmanuel Sari a étudié l'effet de la cytarabine dans ce modèle-là. Et donc, de manière assez classique, on part d'une population de cellules leucémiques, on va traiter avec la cytarabine, on va avoir une réduction drastique du nombre de cellules leucémiques, de plusieurs logarithmes d'amplitude, et on va se retrouver avec un certain nombre de cellules résiduelles. Et ces cellules résiduelles, en fait, comme ce sont des cellules humaines, on peut assez facilement les trier au sein de la moelle de la souris, et les ayant triées, on va pouvoir les analyser. Et on sait que ces cellules résiduelles, malheureusement, vont être à l'origine de la rechute un certain temps après. Et donc la caractérisation biologique, biochimique de ces cellules résiduelles après traitement, juste au moment où on arrête le traitement, a permis de réaliser, au fond, de manière relativement inattendue, que les mitochondries étaient hyperactives et que le prix, au fond, pour résister à cet effet de mort par le traitement, c'est d'activer le métabolisme mitochondrial. Alors, cette activité mitochondriale peut se voir de plusieurs manières. D'abord, ça va se voir par une augmentation du nombre des mitochondries. Ça va se manifester également par une augmentation de la respiration, donc de la consommation d'oxygène, de la production d'ATP, une augmentation des intermédiaires du cycle des acides tricarboxyliques, une augmentation aussi de l'oxydation des acides gras qui augmente de manière extrêmement forte dans ces circonstances, et puis également une signature d'exposition aux espèces réactives dérivées de l'oxygène. Donc, en jargon technique, on appelle ça des OXPHOS élevés, ça veut dire qu'on a reprogrammé au fond la mitochondrie. Cette exposition à la chimiothérapie a reprogrammé la mitochondrie pour la rendre hyperactive, l'idée étant évidemment que c'est cette hyperactivité mitochondriale qui a participé à la résistance de ces cellules au traitement. Alors juste quelques données de ce papier Princeps qui a été publié il y a 5 ans dans Cancer Discovery. Si on regarde la masse mitochondriale avant et après traitement, donc chaque colonne représente une de ces xénogreffes, donc au fond chaque colonne représente un patient, et dans ce modèle de xénogreffe, on voit que le traitement par la racitine va augmenter de manière parfois extrêmement importante le nombre de mitochondries à l'intérieur de ces cellules qui ont résisté à la chimiothérapie. Et ce que ces travaux ont également montré, c'est que la variation de production des espèces réactives de l'oxygène était un excellent reflet de la réponse thérapeutique. Quand il n'y a pas de changement d'Eros, les cellules sont essentiellement chimiorésistantes. Ici, il s'agit de lignées. Mais quand il y a un fort changement d'Eros, il va y avoir un effet thérapeutique. Et ceci a conduit à proposer ce premier modèle dans lequel l'activité OXPHOS au départ va prédire la réponse ultérieure. Alors, comment est-ce qu'on peut explorer ça ? Là, pour l'instant, c'est de la phénoménologie. Donc, il faut essayer de voir s'il y a une relation fonctionnelle, finalement, entre cette hyperfonction mitochondriale et cette augmentation de quantité des mitochondries et la résistance à la thérapeutique. Et donc, dans cette étude, les auteurs ont pu mesurer un certain nombre d'intermédiaires clés du métabolisme mitochondrial et ils ont vu que ça augmentait très fortement avec le traitement, donc suggérant effectivement que ce sont des considérations fonctionnelles qui vont être à l'origine de cette résistance. Et puis ils ont utilisé un truc, si j'ose dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'antibiotiques ou de dérivés d'antibiotiques qui vont avoir une toxicité mitochondriale. Et je vous rappelle que la mitochondrie, effectivement, c'est un reste évolutif, finalement, d'une bactérie symbiotique. Et donc, il y a un certain nombre de caractéristiques
qui rapprochent les mitochondries des bactéries. Et la conséquence de ces rapprochements moléculaires, c'est qu'un certain nombre d'antibiotiques vont avoir des effets très profonds sur la physiologie mitochondriale. Et en l'occurrence, ils ont étudié là un dérivé des tétracyclines, qu'on appelle la tigecycline. Et cette tigecycline va avoir une activité pour ralentir ce métabolisme mitochondrial, essentiellement en interférant avec la traduction des protéines mitochondriales. Et si on voit maintenant l'effet sur l'apoptose de ces cellules primaires en xénogreffe, bien on voit qu'il y a un très bel effet synergique entre la racitine et la tigecycline qui vont interférer avec le métabolisme mitochondrial. Alors, ils ont également pu voir qu'au moment de la rechute, si on purifie, encore une fois, dans des lignées in vivo, ex vivo ou chez des patients, ce qui est le plus important, le récepteur des acides gras saturés, qui s'appelle CD36, on a une augmentation massive au moment de la rechute de l'expression de ce CD36, qui va donc traduire le fait que les cellules vont chercher à capturer activement des acides gras dans le milieu, ces acides gras servant à nourrir leurs mitochondries pour donner de l'énergie. Et on est capable de bloquer par des produits, des inhibiteurs qui s'appellent l'étomoxy, on est capable de bloquer cette bêta-oxydation des acides gras qui vous est représentée biochimiquement ici. On abolit complètement avec l'inhibiteur la bêta-oxydation des acides gras dont vous voyez qu'elle est augmentée par le traitement à la racitine. Et si on regarde maintenant l'effet sur la mort, on voit qu'il y a un bel effet synergique sur la mort, traduisant le fait qu'effectivement ces cellules à l'état de rechute ou de pré-rechute se sont mises à capturer violemment des acides gras pour assurer leur métabolisme et avoir des mitochondries hyperactives. Donc, en conclusion, ces travaux placent le stress mitochondrial au cœur, au centre de la question de la réponse thérapeutique. Et ils montrent qu'en fait, il y a un stress métabolique et fonctionnel qui va être suivi par une phase de récupération et que ces études finalement ont donné des résultats aussi clairs parce qu'elles ont été faites in vivo dans des conditions de stress oxydant qui étaient raisonnables et l'ensemble de ce processus d'adaptation va se terminer avec l'oxydation des acides gras comme facteur de survie. Alors, ce qui est tout à fait intéressant et dont on parlera peut-être dans un cours suivant, c'est que cette mise en route de l'oxydation des acides gras pour la survie est également quelque chose qui a été récemment impliqué dans la formation des métastases, et en particulier pour qu'une cellule métastatique, au moment où elle passe dans le sang, puisse survivre, elle fait appel à cette bêta-oxydation des acides gras. Donc, comment est-ce qu'au fond, on va, au moment de la sélection de ces cellules résistantes au traitement, comment est-ce qu'on va augmenter l'activité mitochondriale? Eh bien, aujourd'hui, on pense que ceci est assuré d'une part par une augmentation par la cellule de la biogénèse mitochondriale, et on va voir à la suite de l'activation de quel type de facteur de transcription, mais que également au niveau de la moelle osseuse, vous savez que beaucoup de cellules leucémiques vont être prises en charge par une niche, donc il va y avoir des cellules finalement nourricières qui vont être accolées à ces cellules leucémiques, et on sait donc qu'au moment du stress thérapeutique, il va y avoir des transferts depuis les cellules stromales, donc ces cellules nourricières, qui vont donner leur mitochondrie au fond à la cellule leucémique pour que la cellule leucémique puisse survivre. Et ce dialogue au fond entre la cellule nourricière, la cellule stromale et la cellule leucémique ne se limite pas finalement à des dons de mitochondries, ça s'accompagne également à des dons de métabolites. Et donc on a pu montrer qu'il existe des dialogues chimiques dans lesquels la cellule leucémique, qui n'a pas nécessairement toutes les enzymes et toutes les fonctions pour faire toutes les espèces chimiques dont elle a besoin, va aller les capturer dans la cellule avoisinante. Et c'est en particulier le cas pour l'aspartate, qui va servir à la synthèse des nucléotides,
qui va être assez largement pompé dans la cellule normale non leucémique avoisinante, ainsi que d'autres, donc l'aspartate, la glutamine vont servir à la synthèse des pyrimidines, comme on l'a vu, mais il y a également la capture des lipides à travers le récepteur CD36 pour nourrir la bêta-oxydation, également la capture de la cystéine qui va permettre la synthèse d'antioxydants importants comme le glutathion. Et donc vous voyez qu'en plus de cette dépendance mitochondriale, on va avoir une dépendance biochimique où la cellule stressée par le traitement va se mettre à acquérir toutes sortes de molécules dont elle a besoin, au fond, pour survivre. Et donc ceci a donné, et c'est très bien décrit dans une revue récente de Jean-Claude Marine, au fond des différentes phases adaptatives, métaboliques à la résistance au traitement. Donc on part encore une fois de la leucémie avant traitement. On a cette fenêtre thérapeutique qui va détruire la plupart des cellules leucémiques, qui va sélectionner un petit nombre de cellules qui vont survivre. Et ces cellules, au moment de leur survie, vont être sujettes à une pression métabolique extrêmement importante. Et dans un premier temps, elles vont nécessiter des apports en glutamine ou en aspartate, qui peuvent venir soit du milieu, encore une fois, soit des cellules stromales avoisinantes. Et puis, dans le cours de cette adaptation métabolique, et finalement accompagnant le phénomène de résistance, on va avoir là l'acquisition de voies métaboliques comme la chaîne de phosphorylation oxydative ou la bêta-oxydation avec une régulation très forte, une augmentation de l'OXPHOS et de la FAO qui va faire donc que ces cellules maintenant vont devenir résistantes au traitement. Alors si on revient maintenant un petit peu de biologie moléculaire, au fond, qu'est-ce qui va contribuer au niveau mécanistique à ce gain de fonction mitochondriale? Eh bien, il y a deux facteurs de transcription ou de coactivateurs très importants qui ont été décrits. C'est d'une part PGC1-alpha, dont on a déjà parlé, qui est un coactivateur, entre autres, de la voie PPAR qui va contribuer à la biogénèse mitochondriale, et puis le facteur de transcription ATF4. Et ceci peut être, en fonction du type de traitement, activé par différentes voies. Donc, en réponse à la chimiothérapie classique, c'est essentiellement P53 qui, par des relais, va contribuer à l'augmentation de ces deux facteurs, avec d'autres types d'inhibiteurs, comme les inhibiteurs des enzymes IDH1 dont on n'a pas parlé cette année, ou les inhibiteurs de FLT3. C'est ce facteur CEBP-alpha qui va activer cette voie-là. Et puis, les choses sont un peu moins claires pour les inhibiteurs de BCL2, où on pense quand même qu'il y a une contribution de P53 et de MITF. Alors, les études menées à ce jour suggèrent qu'au fond, ce mécanisme de résistance par adaptation mitochondriale pourrait être quelque chose d'assez largement répandu et qui serait partagé pas seulement par la racitine dont on a parlé, mais également par d'autres anticancéreux comme la vincristine, qui est un inhibiteur de tubuline, ou les inhibiteurs de BCL2, les inhibiteurs d'IDH1 ou les inhibiteurs de FLT3, et que d'une manière ou d'une autre, au fond, dans le cas des leucémies aiguës myéloïdes, c'est l'hyperactivité mitochondriale qui va participer d'abord à la tolérance, puis ensuite à la résistance du traitement. Et donc, pour conclure, en fond, c'est une assez belle illustration de ces mécanismes non génétiques de résistance qui ont commencé à émerger. Donc, dans un premier temps, on a étudié des mécanismes génétiques de résistance, c'est-à-dire qu'on a une cible, et au fond, la résistance à la cible, par exemple un inhibiteur de kinase,
bien, la résistance va se faire soit par sélection d'une mutation préexistante, avec ensuite, sous l'effet de l'inhibiteur, une pression de sélection qui va faire que ces cellules préexistantes vont se développer, soit d'évolutions génétiques à travers lesquelles, pendant le traitement, on va avoir acquisition de ces mutations de résistance qui vont ensuite se développer en réponse à la pression de sélection exercée par le traitement. Donc ça, ce sont deux illustrations de mécanismes de résistance génétique qui sont assez logiques, assez simples à comprendre. Et puis, à côté de ces mécanismes simples qui ont été bien documentés, on a maintenant d'autres mécanismes, des mécanismes adaptatifs non génétiques, dans lesquels, au fond, c'est probablement une réorganisation transcriptionnelle qui va conduire à une adaptation progressive. Et cette adaptation progressive par reprogrammation transcriptionnelle va conduire à la résistance. C'est ce qu'on a vu largement avec l'exemple des mitochondries. Et il y a d'autres situations qui ont été décrites avec des cellules qui sont douées d'une plasticité cellulaire, donc qui peuvent, en fonction du stress, évoluer vers un type de différenciation ou un autre type de différenciation, et qui, en réponse au traitement, donc, vont conduire à l'expression d'une forme de plasticité, d'une des formes de différenciation qui va s'accompagner d'une résistance au traitement. Et ceci a été assez bien documenté avec ce qu'on appelle la transition épithélio-mésenchymateuse, qui là aussi va être induite par une plasticité induite par le stress que représente le traitement. Alors, pour finir, au fond, pour ceux d'entre vous qui ont assisté au cours de l'an dernier, vous vous rappelez qu'on avait décrit des stratégies qui ont été élaborées il y a quelques années, qui sont validées cliniquement, comme on va le voir, dans lesquelles on cherche à induire de la sénescence avec une chimiothérapie pas trop toxique, donc une chimiothérapie à dose modeste, dont le but n'est pas de tuer, mais le but c'est d'induire ce changement d'état cellulaire qui conduit à la sénescence. Et ensuite, ces cellules sénescentes vont exprimer fortement des marqueurs comme anti-apoptotiques comme BCL2 qui peuvent être ciblés avec des inhibiteurs de BCL2 comme le venetoclax. Et cette stratégie, au fond, a été implémentée avec de vrais succès cliniques à travers cet essai qui est paru il y a quelques années, dans lequel on comparait chez des patients âgés de l'azacitidine à dose standard. Et si vous voyez que si on ajoute, donc l'azacitidine va induire une reprogrammation et de la sénescence, mais si on ajoute un anti-BCL2 qui va éliminer les cellules sénescentes, on a une indiscutable synergie thérapeutique dans cette situation-là. Et au fond, l'explication par la sénescence, qui est celle qui a été donnée il y a quelques années, on peut peut-être la revisiter aujourd'hui en disant que le BCL2 va cibler la mitochondrie et qu'il est possible qu'au fond, là, ce que l'on cible, c'est la reprogrammation mitochondriale et qu'en ciblant BCL2, on va gêner cette adaptation mitochondriale et on va augmenter, du coup, la sensibilité intrinsèque de ces cellules. Donc, au fond, si on reprend un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, pour conclure ce cours, on a vu qu'on a plusieurs méthodes pour cibler cette réplication de l'ADN, dont la plupart ont été trouvées par hasard, la déplétion en nucléotides, les nucléotides anormaux, l'alkylation des nucléotides, les enzymes de modification comme les topoisomérases ou la PARP, l'intercalation entre les bases. On a toujours une facilitation de l'effet de tous ces agents par les troubles de la réparation de l'ADN et l'existence d'aduits protéines ADN qui est de compréhension récente joue aussi un rôle important dans la réponse en interférant avec la transcription et la réplication. Et donc, pour conclure, au fond, on a des médicaments qui sont très largement utilisés pour traiter et pour guérir un grand nombre de patients,
Mais j'espère vous avoir convaincu qu'il reste au fond pas mal d'inconnus sur les modes d'action, beaucoup d'empirisme dans l'utilisation de ces médicaments, et qu'il existe depuis quelques années, au fond, une renaissance de ces travaux en utilisant des armes de la biologie moderne pour essayer de comprendre vraiment dans la vraie vie, avec des cellules in vivo, qu'est-ce qui se passe, et que ceci est maintenant couplé de manière peut-être plus importante qu'il y a 5 ou 10 ans par des explorations directes chez les patients pour savoir avec ce type de molécules qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors les financements de ces études sont un peu problématiques parce que ce n'est pas très à la mode. Quand on va voir des agences de financement et qu'on leur explique qu'on veut travailler sur des molécules qui existent depuis 40 ans, la réponse est en général, écoutez, depuis 40 ans maintenant on sait comment ça marche, mais quand même il y a des travaux qui sont en cours et qui permettent finalement, pour reprendre le titre de ma leçon inaugurale, de passer de l'empirisme à la biologie intégrée et peut-être d'utiliser ces molécules qui guérissent, mais peut-être de les utiliser mieux et dans des meilleures combinaisons. Voilà, je ne sais pas encore quel cours je ferai l'an prochain, mais je serai très heureux de retrouver ceux d'entre vous qui y sont fidèles. Merci beaucoup.